Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 12 octobre. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici tout de suite le sommaire. Nous poursuivons notre série de reportages consacrés au déplacement du prince souverain en Sicile avec un volet historique cette fois-ci. Premier bilan pour les explorations de Monaco. Coup de projecteur sur une opération de nettoyage sous la mer organisée par la direction de l'environnement. Et notre focus info de ce jeudi sera consacré au marché florissant des croisières. Suite du voyage du prince Albert II en Sicile, après Palerme et le dîner de gala de la branche italienne de sa fondation, le souverain s'est rendu un peu plus au sud pour une visite historique. Le reportage sur place de Fabien Bonilla et Sylvain Péroumal. Le prince Albert II était pendant 2 jours sur les traces de ses ancêtres, tout d'abord au centre de la Sicile, à Santa Caterina Villahermosa, où la population est venue en masse pour accueillir le chef d'État monégasque sur l'artère principale, avec les enfants arborant un drapeau monégasque. Le maire de ce village a remis la citoyenneté d'honneur au souverain. Il faut savoir qu'à Santa Caterina, une branche lointaine descend du premier seigneur de Monaco, Charles Ier, datant du milieu du XIVe siècle. Autre accueil chaleureux également, encore plus au sud, dans la ville de Mazzarino, le prince y a là aussi reçu la citoyenneté d'honneur. Enfin, dernière ville traversée par le prince Albert II, réputée pour sa cathédrale, sa fondation Grimaldi, sans oublier son chocolat, la ville de Modica, un accueil émouvant avec les enfants de la ville qui reprennent l'hymne monégasque. Ces 3 villes n'ont pas été choisies au hasard, elles sont liées à l'histoire de la dynastie Grimaldi. Ces visites montrent à chaque fois l'importance de la personnalité du prince et l'accueil chaleureux qui lui est réservé montre que son rayonnement, son aura est aujourd'hui bien assise en France, en Italie et presque partout, à travers évidemment son action pour le développement durable, il le rappelle régulièrement, et toujours donc inscrit dans ce sillage historique qu'il affectionne et qui permet finalement, à travers la reviviscence de quelques liens anciens, eh bien d'avoir des canaux de communication nouveaux, réactivés pour la principauté. Pendant ces 3 jours, à chacune de ces visites, à peine sorti de la voiture, le prince Albert a déclenché une véritable liesse populaire, à preuve de l'attachement des Siciliens à la famille Grimaldi. On est là pour recevoir le prince de Monaco. On est venu voir le prince Albert II, c'est pour nous un événement particulier, on se devait d'être là. C'est impressionnant parce qu'il y a beaucoup de monde et on voit le prince. Que ce soit en France ou même en Italie, de nombreux territoires sont liés à la dynastie des Grimaldi. Il y a 2 ans, l'association Site historique Grimaldi de Monaco a été créée et à partir de 2018, ces sites seront conviés tour à tour en principauté pour des échanges culturels et traditionnels. Vous avez pu découvrir l'engouement des Siciliens pour cette visite amicale du prince Albert II. Je vous propose de l'écouter à ce propos. C'est vraiment très très touchant de voir ces accueils, que ce soit à Santa Caterina, à Villahermosa hier, Mazzarino et puis ici à Modica. Vraiment, j'ai été très touché par cette chaleur, par aussi leur implication dans toutes ces villes, non seulement de la part des autorités, mais de la population aussi. Ils sont fiers de leur histoire, fiers de leur passé et fiers de ce lien avec la famille Grimaldi. Bien sûr, quelquefois, c'est des liens qui ne sont pas tout à fait directs, mais au moins, il y a cette appartenance et ce souci d'honorer le passé, tout en gardant un œil sur l'avenir et de voir comment ces rencontres peuvent aussi les aider à progresser et puis à se tourner vers le futur. C'est l'heure d'un premier bilan pour les explorations de Monaco. La première mission scientifique à bord du Yersin s'est achevée au Cabo Verde, une campagne qui a permis de mener des opérations et des études destinées à protéger des espèces en voie de disparition. Dominique Poulain. Après 53 jours passés en Macaronésie à bord du bateau scientifique le Yersin, la première mission scientifique vient de se terminer. Les premières opérations ont commencé sur l'archipel de Madère, dont la particularité est d'abriter une aire marine protégée dans laquelle vit des phoques moines, une espèce en voie de disparition. Essayer de bien comprendre pourquoi Madère aujourd'hui a réussi à augmenter sa population de phoques moines de 10 individus il y a plus d'une vingtaine d'années à aujourd'hui 40. On a fait également des études sur des
des zones de merle. C'est une algue qui se calcifie, très particulière, avec une biodiversité très particulière. On a pu faire sur tout le nord de l'île de Madère le relevé des biotopes. On a plongé et avec un système GPS qui nous suivait par un petit radeau, en fait, qui était accroché au plongeur par un petit radeau, on a fait un système d'information géographique sur les biotopes de Madère. On a étudié une usine de production de microalgues et qui en même temps captait du dioxyde de carbone d'une centrale électrique. Le Yersin a mis ensuite le cap sur l'archipel du Cabo Verde, l'ex-Cap-Vert, où les scientifiques ont mené différentes opérations et études en collaboration avec un institut océanographique allemand et des scientifiques locaux. On a travaillé avec un grand institut océanographique, c'est Geomar, le grand institut océanographique allemand basé à Kiel, peut-être un des plus pointus. Et puis on a travaillé avec des scientifiques locaux pour étudier les reptiles d'un petit îlot merveilleux, l'îlot Branco, l'île mystérieuse de Tintin. Nous avons travaillé avec des scientifiques du Cap-Vert et c'était très intéressant parce qu'ils avaient vraiment besoin de nous pour mettre en place des vidéoplots, des petites caméras qu'on a mis sous l'eau pour observer dans notre absence la vie marine. Le bilan de cette première mission a été présenté au musée océanographique de Monaco devant les clients de la compagnie monégasque de banque. La banque, partenaire du musée et donc de cette ambitieuse campagne d'exploration scientifique. Et en bref, dans le reste de l'actualité. De nouveaux ambassadeurs ont remis leur lettre de créance cette semaine au prince Albert II, à commencer par le représentant de la République des Fidji, son Excellence M. Deo Saran. Vous le voyez sur ces images, il a été suivi par Marcia Covarrubias, ambassadeur du Chili auprès de la principauté de Monaco. Les assises de la sécurité se déroulent en ce moment même en principauté et plus précisément au Grimaldi Forum. La 17e édition accueille plus de 2500 participants et sera rythmée par pas moins de 170 conférences portant notamment sur la cybersécurité. Le ministre d'État Serge Tell a ouvert cette édition qui se tient jusqu'au 14 octobre au Grimaldi Forum. Elles sont situées à l'entrée du port de Fontvieille, au bout de la digue. Les roches Saint-Nicolas ont vu au fil des années s'accumuler déchets et amas de filets, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage de Sandrine Nègre et Serge Frémont. Plusieurs plongées sont nécessaires ce samedi 7 octobre, une le matin et l'autre en début d'après-midi. Les 11 plongeurs sont ici pour procéder à des manipulations qui permettent de nettoyer les roches Saint-Nicolas. Le fruit du travail accompli lors de la première plongée est ici. 7 sacs de fils de pêche, plomb et hameçons ont été remontés. C'est pour deux raisons essentielles. La première, c'est que c'est une zone qui est très pêchée, les roches Saint-Nicolas, depuis de nombreuses années. Et on s'est rendu compte lors de nos missions en mer qu'il y avait un maillage de fils de pêche sur le fond qui donc polluait le fond marin. Ça, c'était la première raison. Et la deuxième raison, c'est dans le cadre des projets de sauvegarde relatifs à l'extension en mer, de sauvegarde des posidonies. Il y a eu un projet qui était d'installer des posidonies à côté du site qu'on nettoie. Et donc, il fallait éviter qu'il y ait une pression de pêche à cet endroit-là. C'est pour ça qu'il y a eu une interdiction de pêche qui a été prise, pour permettre à la fois le nettoyage et les mesures de sauvegarde. Et ces opérations de nettoyage peuvent régulièrement compter sur l'appui de bénévoles comme les carabiniers du Prince, les sapeurs-pompiers, les membres de la police maritime, du centre scientifique, du musée océanographique ou encore de la fédération de pêche en mer et du club de plongée, bien sûr. Je crois que c'est tout naturel. La direction de l'environnement nous a sollicité, on a répondu oui, on est là. Bien entendu, il faut nettoyer nos fonds marins. On ne se pose pas la question, on y va, quoi. Il faut nettoyer parce que ça s'accumule. Vous voyez, ce qui est là, beaucoup de choses ont des dizaines d'années. Et c'est bien que depuis 2 ans maintenant, on fasse cette opération et petit à petit, on va arriver à nettoyer, quoi. Et ces roches Saint-Nicolas sont situées au bout de la digue de Fontvieille, à une profondeur maximale de 35 mètres. Elles remontent ensuite jusqu'à 14 mètres.
L'atrium du casino se métamorphose le temps de quelques mois. Un projet mis en place par Charles Quézin qui était à l'initiative du dîner surréaliste donné au mois de mai dernier. Il est au micro de Christine Datomel et il revient sur ce nouveau projet accompagné par Pascal Camia. Le point de départ, comme vous le voyez, c'est le blason des Grimaldi, qui est donc ces losanges rouge et blanc, flammes d'or et d'argent au départ. Et je voulais démultiplier l'espace en faisant un peu comme un camouflage. Pourquoi l'atrium ? Parce que c'est l'endroit où tous les joueurs pénètrent. Alors on a depuis quelque temps segmenté nos clients et bien sûr on sait faire jouer nos clients les plus importants dans nos salles privées, mais ces clients-là pénètrent aussi dans ce casino et le fait que le casino change, le casino s'anime, le casino crée, c'est aussi bon pour eux. Dans cet atrium, on va également avoir un bar, on va également avoir des boutiques. Et ça, c'est plutôt pour les gens qui viennent jouer occasionnellement. C'est chouette d'entrer dans un endroit, quand même, le casino, on va dire, tout le monde le connaît, et surtout lui donner une autre identité, en fait, le changer, le transformer, et je ne vais pas dire lui faire peau neuve, parce que c'est un endroit magnifique, il y a un patrimoine extraordinaire, mais lui donner une autre identité, pendant l'instant comme un pop-up, pendant l'instant d'une installation qui va durer 3-4 mois, et permettre à tout un chacun de vivre cette expérience parce qu'il y a un côté très jeu, il y a un côté très enfant, et puis il y a un côté un peu Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles, de se retrouver dans cet espace où tout se confond. Regardez même la tenue des serveurs ou du personnel, on a même prévu donc ces longues chemises, et en fait on peut prendre des photos partout. Une page de sport. Après la trêve internationale, l'AS Monaco retrouve le championnat à l'occasion de la 9e journée avec un déplacement difficile à Lyon. Les enjeux de cette rencontre avec Frédéric Elion. 8 joueurs de l'AS Monaco sont aujourd'hui assurés de se rendre en Russie pour disputer la Coupe du Monde à l'issue de la fin des éliminatoires. Mais cette trêve internationale est aussi un sacré casse-tête pour Leonardo Jardim. Entre les retours tardifs de sélection, les blessures, la fatigue accumulée, l'entraîneur monégasque va devoir faire des choix pour le déplacement à Lyon vendredi soir. L'opportunité pour certains, en manque de temps de jeu, de se montrer. Yuri, il joue 90 minutes hier. Lemar Brest, Sidibé aussi, Joao aussi. C'est les matchs de qualification, c'est peut-être le match plus important de cette barrage qu'ils ont joué, un match avec beaucoup d'intensité. Falcao aussi, et après le voyage, Georges et Jamerson pas joué, mais je fais beaucoup de voyages, beaucoup de temps sans entraîner. Mais j'ai besoin de faire minimum 2-3 de 7. 3 minimum, ils vont jouer. 8e au classement, l'OL n'a plus gagné en Ligue 1 depuis le 10 septembre. Si l'attaque est au rendez-vous avec 17 buts marqués, les Lyonnais ont déjà encaissé 13 buts, de quoi laisser entrevoir un match spectaculaire. Ça va être un bon match. C'est une équipe offensive aussi, donc je pense que va être un match très ouvert avec beaucoup d'occasions de but. Donc je pense que va être un bon match, un très bon match à regarder. C'est une très bonne équipe, ils ont bien démarré le championnat, ils ont fait un bon match contre Paris Saint-Germain. Ils ont des joueurs de grande qualité. On sait que nous attend un match très difficile, mais on va être prêt pour le match. Blessé à la cuisse gauche avec sa sélection, Stevan Jovetic est en soins. Rentré jeudi soir, Radamel Falcao ne sera probablement pas prêt pour jouer à Lyon vendredi soir. Le Focus Info de ce 12 octobre est consacré au 8e salon de la croisière, organisé il y a quelques jours au Méridien Beach Plaza. L'occasion de se pencher sur les tendances du secteur et de voir si la destination Monaco est toujours aussi importante auprès de certaines compagnies de croisière. Sandrine Nègre. En 10 ans, le marché de la croisière s'est développé à grande vitesse. Des bateaux de plus en plus modernes, de plus en plus hauts et suréquipés. Piscines, restaurants. Aujourd'hui, certains croisiéristes avouent même ne plus quitter le navire lors d'une escale.
Ultra connecté, des compagnies proposent des bracelets afin d'être en lien direct depuis son smartphone avec tous les services du bateau. Il y a beaucoup de demandes de croisières et heureusement les croisières aussi répondent à toutes les nouvelles demandes parce qu'il y a de plus en plus de nouveaux itinéraires comme s'est développé l'Asie. La croisière aussi permet d'orienter la demande en fonction des différents problèmes géopolitiques ou problèmes climatiques, comme ça a été les Caraïbes, comme ça c'est le bassin méditerranéen, la fermeture de certains États. Et donc la croisière, les bateaux heureusement peuvent se déplacer et changer d'itinéraire et s'adapter à la clientèle. De plus en plus, c'est la mode aussi des itinéraires plus sauvages ou plus culturels au niveau nature aussi, et comme l'Arctique, l'Antarctique, les Galapagos. Et il y a beaucoup de demandes sur ces itinéraires. On est en train de vendre déjà des croisières à l'avance en 2019-2020 parce qu'il y a beaucoup de demandes, c'est des petits bateaux et ça marche très bien. Au départ, ce sont des amis qui nous ont fait découvrir la croisière et dès la première croisière, on a été emballés. Et puis, de fil en aiguille, on a commencé à s'intéresser un peu plus aux bateaux, aux compagnies. Et chaque fois, ça a été toujours un plaisir renouvelé de faire une croisière. Et nous, spécialement, c'est la Méditerranée. Le plaisir, le soir, de se retrouver en pleine mer, avec les étoiles, danser en plein air, enfin, au milieu de nulle part. Donc il y a beaucoup de choses qui nous ont fait aimer la croisière. Et puis après, en allant un peu plus loin, on a découvert l'une des plus grandes compagnies, Royal Caribbean. Donc on a fait à l'époque l'Oasis of the Sea, qui était le plus grand du monde. Après, on a fait l'Allure of the Sea, qui était le nouveau plus grand du monde. Et dernièrement, l'année dernière, on a fait l'Harmony of the Sea, qui est le nouveau plus grand du monde. Et en 2018, on vient de réserver là pour faire le Symphony of the Sea, qui sera le nouveau plus grand navire du monde. Toujours plus grand donc, vous l'aurez compris. Difficile donc aujourd'hui de trouver une destination non desservie par les bateaux de croisière. Les destinations sont devenues accessibles. Les Européens et les Américains notamment avouent être très attirés par les croisières à bord de voiliers, dans les archipels par exemple. Mais le bateau en lui-même peut devenir une destination. Sur les bateaux américains, il y a une patinoire. Il y a un théâtre aquatique avec des shows qui sont... tout est professionnel. Hein. Vous avez aussi un endroit au théâtre qui est une comédie musicale. On est dans un domaine qui est surnaturel pour des gens modestes comme nous. Parce que quand on rentre à la maison, tout ça, c'est des souvenirs. Donc on nous prend en soin, on s'occupe de rien au niveau des repas, des ménages, tout ça. Pour les épouses, pour tout le monde, c'est vraiment quelque chose on est déporté sur une autre planète. Les croisières sont donc de plus en plus prisées. Elles permettent aujourd'hui de réels tours du monde pour plusieurs mois, au départ notamment d'une ville du littoral méditerranéen, Marseille ou encore autre ville côté Adriatique, Venise. Mais il existe aussi, et cela est plus intimiste, des croisières fluviales. Vous allez tout savoir là-dessus dans un instant. Et les bateaux fluviaux font entre 140, 150, voire maximum 180 passagers. Il y a en général maximum 4 ponts. C'est beaucoup plus reposant. Il y a une petite animation le soir, mais c'est pas justement... Le but de la croisière fluviale, c'est d'être au cœur des villes. De naviguer le long des côtes, d'arriver dans les villes, vraiment au cœur des villes. On descend, on monte à bord à Sangré, on n'est pas loin. C'est le charme. Et puis, la croisière fluviale, c'est beaucoup plus tourné sur la culture. Donc pour découvrir plusieurs capitales en une semaine, c'est idéal. Est-ce que vous pouvez justement, vous parliez de villes, de capitales, nous donner peut-être 2-3 exemples comme ça de croisières fluviales, justement, de parcours peut-être ? Par exemple, quand vous êtes sur le Danube, vous faites une croisière Passau, vous en profitez pour faire 3 capitales impériales, puisque vous faites Vienne, Budapest et Bratislava. Tout le charme de la croisière fluviale pour en fait même un coup... 3 nuits à Vienne coûte plus cher qu'une semaine à bord. Et c'est beaucoup moins fatigant puisque tous les jours vous vous réveillez dans un port différent. Vous ne refaites pas votre valise. Je vous parle du Danube, c'est celui que je connais le mieux, mais c'est vrai que tout le monde a regardé Sicile, mais personne ne sait forcément qu'en 20 minutes du bateau, on peut aller voir son château, notamment Schönbrunn. Voilà, ça fait partie des excursions vendues à bord très sympathiques. Autre point positif, la nourriture proposée à bord, toujours très locale.
Retour aux croisières grand format avec sa nouvelle digue, Monaco accueille les plus modernes des bateaux depuis plusieurs années. Certains ont même été baptisés ici et une chose est sûre, la principauté demeure une halte incontournable pour plusieurs compagnies et ses passagers. L'arrivée d'un bateau de croisière sur Monaco, c'est quelque chose de spectaculaire et je conseille aussi, voilà, parce que je l'ai vécu, de partir dans un autre endroit, Méditerranée, et arriver, faire escale à Monaco, c'est très très beau. Monaco et plus largement la Méditerranée, mais aussi Caraïbes, Sud-Est asiatique, Amérique. Le monde est devenu accessible à tous et surtout à toutes les générations, puisque les bateaux de croisière séduisent de 7 à 77 ans. Les petits sont les bienvenus avec un éventail d'activités et de jeux pour eux. Parmi la clientèle, par exemple, des grands-parents qui viennent à bord avec leurs petits-enfants. Je vous propose de découvrir à présent les prévisions météo de ces prochains jours. Soleil et quelques nuages côtiers, vendredi, peu de vent, température agréable. Elles seront comprises entre 18 degrés le matin et 23 l'après-midi. Le week-end s'annonce ensoleillé avec samedi une légère hausse du mercure, même cas de figure dimanche avec le maintien d'un temps sec et beau. Cette tendance se confirmera en début de semaine avec un mercure au-dessus des normales saisonnières. Pour les jours suivants, prolongement de la période d'un temps sec, très doux. Il fera un maximum de 23 degrés au meilleur moment de la journée de mercredi. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite un nouveau magazine consacré aux coulisses du théâtre du Fort Antoine. Nous avons suivi l'installation et les préparatifs de la troupe La Piccola Familia qui s'est produite ici au mois d'août dernier. Excellente soirée à tous.